Voilà, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à cette édition, à cette émission Entretien. Le Conseil constitutionnel est entré en jeu depuis lundi dernier, lendemain de l'élection sénatoriale du 25 mars 2018. L'institution a enregistré 2 recours post-électoraux, respectivement introduits par le SDF et l'UDC. Si, de façon globale, les premières tendances sont sans surprise en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, les séquelles de ce scrutin s'observent surtout au sein de l'opposition camerounaise. Alors que celle-ci cherche des stratégies en vue de vaincre le parti au pouvoir lors des scrutins municipaux, législatifs et surtout présidentiels, les coups bas des acteurs de l'opposition ont créé des frictions indélébiles. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, des soupçons de voix des électeurs sénatoriaux de l'opposition en faveur du RDPC font jaser. Dans le CAM, l'épicentre de la discorde met en exergue les conseillers municipaux. Pour analyser tous ces faits et bien d'autres, on a et même en tirer les leçons et évaluer les conséquences. Je reçois ce soir Cyril Sambaka. Il est le vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Il a été candidat à l'élection sénatoriale, aux élections sénatoriales de 2018 et évidemment, il est donc ici à Douala avec nous. Cyril Sambaka, bonsoir. Bonsoir député, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de cette amitié renouvelée. Vous êtes toujours présent lorsqu'on vous invite dans nos émissions. C'est pourtant la première fois d'entretien avec. Oui, vous savez, moi j'aime bien parce qu'on partage. Absolument. Alors, je ne vous laisse pas de répit. Je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait, l'extrait de Carte sur table, l'émission de débat que nous avions tourné ici mardi dernier, extrait dans lequel on avait entre autres panélistes le maire de Yabassi, Jacques Maboula Boyard, qui par ailleurs est le président de la plateforme pour une nouvelle République maintenant. Il était électeur lors de ces sénatoriales. Je vous suggère donc de suivre cet extrait, on revient derrière pour commenter. Mais on regarde justement des nécessaires. On regarde justement des petites déceptions, je veux dire comme ça. Parce qu'on a eu le président Sambaka ici, qui était d'ailleurs candidat. Qui est surpris d'avoir pas eu une seule voix. Candidat sénateur. Vous pouvez gagner une élection sans mettre le pied sur ce territoire. Ah non, attendez. Sambaka n'a même pas frôlé le territoire du Cap. Justement, je vous le dis. Permettez que je pose ma question. Sambaka fait sa campagne à la chaumière. Permettez que je pose ma question. Quel est le siège de l'opposition? Non, je vous dis que j'ai appelé Sambaka. Il n'est même pas venu à Yabassi. Comment vous pouvez gagner une élection sans venir dans le territoire? Je dis donc au regard de ces frictions. Sambaka? Oui, bon. Ça vous tire un sourire. Hein? Oui, vous savez, moi je n'aime pas les polémiques. J'aime pas les polémiques. Ce que je peux dire, c'est que la mairie de Yabassi, c'était les enjeux de ces élections sénatoriales. Parce que Yabassi avait des conseillers UFP et il y a, je crois, des problèmes avec l'UFP. Donc, c'était un laboratoire dans lequel tout candidat qui avait un programme devait le soumettre, n'est-ce pas, au conseil municipal. Et je dois vous dire que je n'ai pas été à Yabassi, sûrement pour mes problèmes sciatiques, mais les conseillers de Yabassi sont venus à Douala parce qu'ils voulaient savoir quel est le programme que j'avais. Je les ai conviés, ils sont venus et nous avons parlé du plan d'urgence communal participatif. Ils sont partis heureux parce que ce qui est important dans ces choses-là, c'est de responsabiliser les gens. Nous sommes dans un pays où il y a des conseils municipaux. Tu demandes à un conseiller municipal ce qu'il vient faire là. Parfois, il ne sait même pas. Il te dit, oh, le maire fait tout seul et tout ça là. Non, ce n'est pas possible. Il faut donc former, éduquer, pour que les gens comprennent le rôle qu'ils ont à jouer. Donc, je les ai reçus. J'ai eu toutes les promesses. Bon, pour mon frère, le maire de Yabassi, c'est mon frère, c'est mon cousin. On est de la même famille.
Vous comprenez? Donc lui et moi, nous sommes en contact permanent. Nous sommes en contact permanent. Il était en France. J'étais toujours en train de travailler sur le camp. Donc il est revenu de France. Il a trouvé le train en marche. Donc en réalité, moi je dis que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Tout le monde est libre. Il a fait son choix, mais la raison qu'il évoque est une raison qui n'est pas suffisante. Alors, pour la gouverne de nos téléspectateurs, il faut comprendre que la commune de Yabassi a 93 conseillers municipaux. La région de... le département d'Unkam. Le département d'Unkam. 93 conseillers municipaux. 92 ont voté pour le RDPC. Et la seule voix qui n'a pas voté pour le RDPC, c'est parce que l'un des conseillers municipaux qui avait une procuration a oublié de... Oui, un petit correctif, parce que en réalité, il y a un conseiller municipal de l'ANDP, qui est une dame. Ouais. Elle est de Yingi. Okay. Elle est la seule qui a pu voter l'opposition. Ah, d'accord. Donc, elle a dit qu'on lui donne tout. Elle ne trahit pas son parti. C'est effectivement ça. Il y a eu Par contre, les premiers résultats montrent 92 pour le RDPC, 1 pour l'ANDP. Voilà. Absolument. Par contre, il y a quelqu'un qui est venu avec une procuration et qui n'a pas voté 2 fois. Il a voté une seule fois. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce petit problème qui a été corrigé. Mais les conseillers municipaux de la commune de Yabassi et des autres communes ont voté à 100% le RDPC. Alors vous dites que vous avez reçu ces conseillers municipaux. Ils étaient tous là? Ils n'étaient pas tous là, mais ils étaient représentatifs. Représentatifs, ok. Oui, et il fallait donc discuter avec eux, leur expliquer un peu comment est notre vision du Sénat. Parce que le Sénat, c'est à Yaoundé, ce n'est pas à Yabassi. Bon, à partir du moment où dans mes listes, il y a des gens qui y habitent, il n'y a pas de problème. Même s'il y avait des gens qui n'y habitaient pas, un sénateur, c'est pour une région. Il doit veiller à ce que tout se passe. Par contre, il doit être en partenariat permanent avec les conseillers municipaux, parce que il est là pour les conseillers municipaux et les conseillers municipaux pour les populations. Il faut que chacun joue son rôle. Donc, à partir du moment où on ne peut pas taxer un sénateur d'être là ou de ne pas être là, s'il ne visite pas les conseils municipaux, c'est là son rôle. Donc, c'est important de le savoir parce que très souvent, on mélange tout. Alors, depuis que ces tendances sont connues, avez-vous discuté avec Jacques Maboula? Que vous a-t-il dit? Non, je ne l'ai pas encore eu. Je m'apprêtais à l'appeler. Et puis après, je me suis dit, bon, ben, même si je l'appelle, c'est pour des problèmes de famille. Il a fait son choix, il n'a pas demandé mon avis. Il n'a même pas pris la peine de m'avertir qu'il avait changé de cap. Donc, à partir de ce moment-là, il a fait son choix. Je respecte son choix et ça me mûrit davantage. Parce que, vous savez, ce qui est important, c'est de connaître la personne humaine. Vous voyez? Parce que très souvent, les gens pensent que tout le monde est comme toi. Non, il y a différentes catégories de façons de réfléchir. Voilà une qui m'a surpris, mais qui ne me vexe pas, parce que je me dis, il a ses raisons. Il a ses raisons. Alors, pour vous, quels sont les arguments forts que vous avez donnés à ces conseillers municipaux, au point où vous en étiez convaincu qu'éventuellement, ils vous choisiraient? Alors, c'est simple. Je dois vous dire qu'avant ces élections, il y a eu d'autres élections avant, qui a permis qu'on ait des conseillers municipaux et des mairies, un exécutif communal. Absolument. Alors, c'est suite à ces élections que nous nous sommes dit dans le parti, on n'a pas gagné partout, mais il faut qu'on essaye de se battre pour présenter un programme qui peut faire l'unanimité, qui peut drainer la majorité des gens. Donc, il y a 5 ans où les résultats là sont sortis, il fallait donc faire un travail pour que 5 ans après, nous soyons prêts à présenter quelque chose de crédible aux populations. Donc, 1 an après, moi j'ai pensé à ce plan communal, plan d'urgence, que j'ai soumis à l'attention du bureau politique du parti, qui a approuvé, qui a apprécié, et puis on a donc pu adopter cela. Il n'y a pas que cela. J'ai aussi présenté le plan de santé,
Donc ça, on en parlera peut-être un jour, mais l'adhésion que j'ai vue était importante. Il fallait donc que j'explique au conseil municipal pendant 5 ans, pendant 4 ans, avant ces élections, que ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous avez, chaque mairie, les 360 ont des plans de développement. Il n'y a pas d'argent pour les financer. Il y a mieux. Les mairies doivent devenir des outils de travail, c'est-à-dire comme des centres économiques qui doivent développer la commune. Et pour cela, ce n'est pas compliqué. Il faut tout simplement que dans le budget de l'État, qu'on puisse mettre en place un plan d'urgence de 1 milliard de francs par commune, sans distinction de taille. Je dis bien parce qu'une petite commune qui est dans le fin fond de la brousse peut devenir 10 ans après la meilleure commune du Cameroun. Donc, il faut donner l'égalité de chance à toutes les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, d'avoir 1 milliard de francs pour leur plan de développement pendant 3 ans. Ça fera que le problème de l'emploi que le Cameroun a aujourd'hui et qu'il essaye de résoudre par 25 000, par 10 000, peut être résolu par millions. Il faut mettre les Camerounais au travail. Donc, je leur ai expliqué tout cela. Ils étaient vraiment séduits. Ils ont compris. Et ils m'ont posé la question. Mais comment on va implémenter? Est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? Je leur ai dit que si les conseils municipaux, sur la base de ce programme, donnent leur voix à ma liste, forcément, le pouvoir central, nous aurons la possibilité de négocier avec le pouvoir central pour que le plan s'applique, parce que le signal a été donné depuis la base, que voilà ce qu'on veut. Donc, quand j'ai fini d'expliquer tout cela, ma foi, on s'est séparés dans des conditions de gens qui avaient promis en tenir compte. Donc, le jour des élections est arrivé. Je crois même la veille des élections, que j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, mais j'ai préféré Qu'est-ce qui éveille vos soupçons? Mais ce qui a éveillé mes soupçons, c'est que je parlais à certaines personnes, ils avaient la voix tremblotante. Vous voyez, moi, je pense que les rapports entre humains doivent être des rapports empreints non seulement de convivialité, mais de sincérité. Quand quelque chose ne va pas, vous dites à quelqu'un ça ne va pas. Vous ne lui dites pas oui, pour qu'après vous lui dites non. Pour ceux qui ont un peu d'humilité et autres, ça les gêne. Donc quand vous voyez quelqu'un avec qui vous avez arrangé un certain nombre de choses et qui est gêné, vous comprenez tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça aurait été plus simple de me dire que ben voilà, nous avons fait option comme ci, comme ça. Mais j'allais leur expliquer. J'allais leur expliquer que attention, parce qu'il y a ce qu'on appelle les forces égoïstes de positionnement qui viennent vous dire des choses, qui viennent vous imposer, qui viennent même parfois vous menacer. Mais c'est dans leur intérêt personnel à eux, pour aller brandir un trophée. Vous brandir le trophée, vous n'êtes pas des gens manipulables à souhait. Donc, on ne peut pas ne rien vous promettre, sinon que peut-être de l'argent. Et puis, vous laissez vos populations comme ça. Non, il faut manifester la volonté d'avancer, la volonté de se développer. Donc, moi, je me suis arrêté à cela et j'ai fait les leçons de ces élections. Si je n'y allais pas, je n'allais jamais le savoir. Je n'allais jamais être confronté à une situation comme celle-là. Donc, vous voyez, c'est important. Et vous n'avez pas le sentiment qu'en face, ceux qui, pour l'instant, je le dis, on est encore dans des tendances, RDPC qui part plutôt gagnant selon cette tendance, vous ne dites pas qu'ils ont eu meilleur argument, qu'ils ont mieux sensibilisé, mieux convaincu ces électeurs-là que vous autres? Non, je ne peux pas dire une chose pareille parce que j'étais au cœur même de ces élections. Et j'ai vu comment certains électeurs tremblaient. Il y avait la menace, il y avait l'intimidation, il y avait la discipline du parti, il y avait tout sauf le programme. Il y avait tout sauf le programme. C'est pour ça qu'il y a une autre curiosité. L'autre curiosité, c'est l'opposition qui a voté le parti au pouvoir. Ça, c'est encore une autre curiosité. Et ça nous amène à penser que c'était bien d'aller à ces élections.
Parce que si on n'allait pas à ces élections, ces curiosités-là ne devaient pas ressortir comme ça. Aujourd'hui, on est au moins édifié sur cela. On aurait un conseil électoral qui, ma foi, allait attendre les présidentielles, puisque c'est au niveau des présidentielles que tout le monde veut aller. Alors, vous l'avez dit, hein, on a pu, partant d'une CAM pour le Vouri, observer effectivement que la liste du RDPC, sur le nombre d'électeurs, a quand même eu 40 voix de plus que ses conseillers municipaux. Oui, ce sont les conseillers de l'opposition. Et pourtant, vous étiez candidat vous-même, à titre personnel, ici dans le Vouri. Tout à fait. Vous avez le même langage pour, tout au moins, les électeurs de l'opposition? Absolument. Absolument. Il y a eu des tractations. Il y a des discussions. Il y a des sollicitations. Et en quoi consiste cette transaction? C'est un discours... Mais c'est tout simplement de dire, parce que vous voyez, la politique, moi je pense que la politique c'est les idées et le programme. Je me limite à ça. J'ai failli vous dire sans être péjoratif, ne faites pas croire que vous êtes naïf dans ce... Non, les gens pensent que c'est être naïf. Non, c'est avoir l'humilité. C'est aussi avoir un brin d'éthique et de valeur morale. Et comment vous il y a expliquez des donc, lignes qu'il ne faut pas trancher. Comment vous expliquez ces résultats présumés des électeurs de l'opposition pour le parti au pouvoir? L'opposition se fait moins confiance. Elle estime que les projets qu'elle porte sont moins pertinents, confortent davantage à la place du RDPC. On a parlé de tout dans cette élection, sauf des projets. En dehors de l'Union démocratique du Cameroun, qui avait un projet consistant, je ne vois pas un autre parti qui en avait. Donc, à partir de ce moment-là, je dois dire que les gens n'ont pas voté les projets. Peut-être qu'ils ont été caressés, j'en sais rien. Je vous dis, j'en sais rien. Je suis le premier à être surpris sans l'être véritablement, parce que je voulais savoir si quelque chose a évolué dans nos mœurs, dans nos mentalités. Mais je me rends compte que ce n'est pas toujours ça. Donc, la morale, l'éthique, je crois que c'est le programme du Cameroun, pour le Cameroun. Je rappelle que l'UDC avait 14 candidats à l'ouest du Cameroun. Et dans le Vouri, il y en avait 2 pour la région. Non, pas 14 dans Non. 164, vous voulez 164, dire 164 candidats. Oui, oui. Et 2 dans la région du littoral. Donc, il va sans dire, au regard du constat que vous faites. Remarquez quand même que j'ai eu plus de 2. Oui, plus de 2 voix. Ben, j'en ai eu 6. J'en ai eu 6. C'est multiplié par 3. Hein. Ça veut dire que d'autres partis... Ça veut dire que le message est passé. Et comme je dis, les idées n'ont pas de frontières. Elles commencent, elles germent, elles grandissent et elles se propagent. Mais conscient de ce que vous n'êtes pas systématiquement, tout au moins pour le littoral, majoritaire dans un conseil, vous auriez pu faire comme le MRC qui a tout de go dit qu'ils ne vont pas... Qu'est-ce qui était la motivation principale pour votre parti d'aller à ces élections-là? Crédibiliser une élection? Non, pas du tout. Vous voyez, on parle du programme, du plan d'urgence communal participatif aujourd'hui, partout. Dans les journaux, partout on en parle. Mais si on en parle, si je n'étais pas allé à ces élections, on en parlait comment? Les sénateurs, le rôle des sénateurs. Il y en avait même qui ne savaient même pas ce que les sénateurs avaient à faire. Ils se disaient que le Sénat, c'est comme l'Assemblée nationale. Non, il y a des spécificités. Il y a des choses qu'il faut développer. Il faut arriver à un certain nombre de choses. Donc moi, je pense qu'il fallait aller à ces élections parce qu'il y avait d'abord, l'enjeu, c'était l'ONCAM avec Yabassi. Deuxièmement, c'était tout le littoral parce qu'il fallait rendre vulgaire ce programme. J'ai touché chaque conseiller municipal par courrier, n'est-ce pas? J'ai touché tous les conseillers municipaux qui allaient à ces élections. Au jour d'aujourd'hui, tous connaissent le plan d'urgence participatif et ils peuvent se l'approprier. Ils peuvent se l'approprier. Parce que s'ils travaillent véritablement pour les populations, il n'y a pas de raison que ce ne soit une revendication. Ça doit être une revendication pour le bonheur des populations qu'eux y représentent. Parce que s'ils ne le font pas, laissons le problème, je n'ai pas gagné les élections. Mais s'ils ne s'approprient pas cela, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des élections municipales. Il faudra bien qu'ils disent aux populations pourquoi ils n'ont pas voté ma liste.
Et qu'est-ce qu'il leur propose cette fois-ci mieux que ma liste, mieux que mon programme? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je voudrais que le débat politique entre dans cette phase-là. Parce que c'est ça qui va sauver le Cameroun. Ce n'est pas les problèmes ethniques, c'est pas les problèmes... Peut-être que vos adversaires ont intérêt à ce que le débat ne rentre justement pas dans cette phase. Oui, mais les populations sont celles à décider. C'est pour ça que je dis toujours que les populations votent, elles contrôlent, elles sanctionnent. Quand il y a des élections comme celle-là, ben, il faut que les prochaines élections municipales, que les populations s'approprient de cela et qu'ils disent que présenter un nouveau programme. Le programme qui va convaincre, ce sera le meilleur programme. Et comme ça, ils vont se sentir partenaires, partie prenante. Au regard des constats que vous êtes en train de faire, il va sans dire qu'on ne va pas rester sans conséquences. On peut y voir une forme d'absence de confiance qui s'installe tout au moins au sein de l'opposition camerounaise. Pourtant, il y a bien des échéances futures. Ce n'est pas aujourd'hui. Les rangs sont venus grandir, tout simplement. Ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Il n'y a jamais eu de confiance. Je pense que s'il y avait 10 partis politiques, aujourd'hui il y en a 15. Et c'est le même cinéma, c'est le même scénario. Donc, vous voyez, les élections là viennent de le prouver. Viennent de le prouver, c'est clair là. Ça ne se discute pas. L'opposition préfère voter le parti au pouvoir que de voter l'opposition. Un non-sens, mais la réalité est là. Donc, à partir de ce moment-là, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Parce que ce jeu trouble n'avance pas, ce n'est pas à l'honneur non seulement de l'opposition camerounaise. On peut ne pas aimer les sénatoriales et ne pas y aller. Mais je pense qu'en politique, toutes les institutions doivent être, en attendant de pouvoir les supprimer si on estime que ce n'est pas important, on doit quand même y aller. On doit compétir pour y aller. On doit essayer de passer son programme, essayer de passer ses idées. C'est ça le sens d'un parti politique. Mais si on estime que non, il ne faut pas y aller, ceux qui y vont, on n'a pas le droit de les critiquer. Parce qu'ils n'ont fait que leur devoir. Ils n'ont fait que leur devoir. Et je pense que dans ce sens-là, moi, je me sens fier d'être allé là-bas, d'avoir développé quelque chose et de me rendre compte que ce n'est pas encore, nous ne sommes pas encore au stade des programmes. Nous devons faire encore du travail dans ce pays pour mettre que les idées et les programmes en compétition. Donc ça, c'est une leçon que je viens d'avoir. Même quand il y a adhésion, il y a encore ces pesanteurs du parti au pouvoir qui fait en sorte que ce qui est un acquis hier devient quelque chose d'infranchissable demain. Où on voit une commune comme celle de Yabassi qui avait déjà fait sa révolution revenir en arrière. C'est-à-dire faire marche arrière, parce que ça, c'est ce qu'on appelle faire marche arrière. Quand on a décidé de faire la révolution, on se maintient dans la ligne de la révolution et on avance. Mais on n'avance pas n'importe comment. On avance avec des idées, on avance avec des programmes qui peuvent changer la vie des populations. Et pourtant, les hommes de Yabassi sont tout au moins, jusqu'à ce jour, toujours inscrits dans la démarche de l'opposition. C'est, je l'ai dit, qui sont dans une plateforme commune en vue d'un changement imminent. Ça, j'en sais rien, puisque n'étant pas dans cette plateforme, je ne peux pas savoir comment ça se passe là-bas. Mais je pense quand même que il faut faire très attention parce que ça peut vous revenir dans la figure. Tous les actes qu'on pose en politique peuvent vous revenir à la figure si ça n'a pas été bien pensé, bien construit. On peut être de bonne foi, mais est-ce que vous êtes sûr que votre partenaire est de bonne foi? Est-ce que vous êtes sûr que le RDPC qui est venu vous convaincre est de bonne foi? Est-ce que vous êtes sûr que le RDPC qui est venu vous convaincre en dehors de la nourriture ou bien de l'argent qu'ils vous ont donné, est-ce que c'est suffisant pour que les populations se sentent mieux? Est-ce qu'un territoire comme le territoire d'une CAM est un territoire qui doit applaudir ceux qui nous gouvernent, étant entendu que à quelques pas de Douala, c'est la seule zone, n'est-ce pas, département, qui n'est pas relié à son chef-lieu par une route goudronnée. Vous comprenez? C'est le département le plus enclavé que le littoral a. C'est le département où tout le monde a dû partir pour aller s'installer ailleurs. Vous voyez? Donc, c'est le département où, à peine on commence à parler d'une route qui va être mise là-bas, que tous les terrains sont déjà bradés.
Vous comprenez? L'UNCAM n'est pas à vendre. Alors, quand on vit dans un univers comme celui-là, on a quand même mal parce que les Camois, quand ils voient une route qui va venir, ils se disent, ah tiens, on commence à penser à rentrer à la maison. Et c'est à ce moment-là qu'ils arrivent, ils arrivent, ils trouvent que le village n'existe même plus, quelqu'un a acheté. Et à combien, je n'en sais rien. Donc tout ça, il faut que les populations... Vous dites que vous pensez qu'il y a un marchandage des votes? Forcément. Forcément, dans le système qu'on connaît du parti au pouvoir, ils marchandent. Et quand ils marchandent, ça veut dire qu'ils vous ont acheté vos voix et vous vous taisez. Vous vous taisez, vous attendez les prochaines élections. Ils vont encore acheter. Alors, l'UDC envisage-t-elle de participer aux autres élections? Absolument. Législatives, municipales et présidentielles? Absolument, c'est le sens de notre combat. Nous travaillons pour cela. Nous travaillons pour cela. Peut-être que nous sommes dans la posture des gens qui ne sont pas encore bien compris. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail de présenter des programmes. De dire comment est-ce que le pays peut mieux marcher. Bon, peut-être que les électeurs n'ont pas encore l'opportunité de juger les partis politiques en fonction de ce qu'ils proposent. Mais nous espérons que ça va arriver. Parce que la souffrance que vit le peuple camerounais est une souffrance partagée. Et ma foi, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il n'y a pas de raison qu'après 26 ans de multipartisme, qui ne s'interroge pas sur pourquoi ça ne fonctionne pas. Il faut que les programmes soient mis en route pour séduire les électeurs et les pousser à voter pour quelque chose qu'ils pourront contrôler et sanctionner demain. Et dans ce schéma-là, envisagez-vous de faire des alliances, d'autres alliances, d'autant plus que jusqu'à présent, si l'on s'en tient au bilan de ces alliances, on a le sentiment que ça a davantage fragilisé ou alors créé des blessures, des déceptions au lendemain des scrutins. Il y a eu des alliances au début des années 90, il y en a eu au début des années 2000. En 2011, il y a eu des tentatives d'alliance. Aujourd'hui encore, on revient avec des alliances, sous-entendu que le résultat n'est pas forcément celui qu'on attendrait. Bon, ben les alliances, c'est quelque chose de fondamental dans la politique. C'est quelque chose de fondamental. Nous sommes victimes des alliances, hein, mais nous pensons que c'est quelque chose de fondamental. Quand les autres auront compris que c'est quelque chose de fondamental, il n'y aura pas de problème. Je crois qu'on va taire nos querelles et puis, ma foi, on va penser d'abord Cameroun. C'est ça qui est important. L'UDC a une expérience des alliances. Nous l'avons fait sur le plan local, sur le plan national. Nous l'avons toujours fait. Bon, mais nous disons que comme la vérité, elle est difficile à cacher, elle peut arriver tard, mais elle arrivera un jour pour se rendre compte. C'est pour ça que nous, à l'UDC, nous écrivons. Nous écrivons parce qu'on a tendance à nous... à mal nous juger. Pourtant, le travail que je fais, moi par exemple, je l'ai appris à l'UDC. Je n'ai pas été dans un parti politique avant l'UDC. C'est à l'UDC que j'ai fait toutes mes écoles. C'est à l'UDC que j'ai appris qu'il faut réfléchir large. Il faut réfléchir pour tout le monde. C'est à l'UDC que j'ai appris que la politique, c'est une course de fond avec des pointes de vitesse où on n'est pas forcément l'acteur qui va arriver, peut-être ceux qui viendront après nous, ayant été bien formés dans le partage, dans l'intérêt général, vont rendre le Cameroun meilleur. Parce que ce n'est pas facile, hein, dans la situation de corruption et tout ça qu'on est, de renverser la tendance et de dire aux gens, il faut se sacrifier pour tout le monde. Non, les gens ne se sacrifient pas pour tout le monde aujourd'hui. Les gens sont égoïstes. Il faut introduire la générosité. Toutes ces valeurs-là, c'est quand j'entre à l'UDC que c'est développé. Et moi, je m'inscris dans cela parce que je me ressens donc fondamentalement quelqu'un qui veut l'intérêt général. Alors, l'une des expériences parlantes, marquantes des alliances au sein de l'opposition, et d'ailleurs qui, jusqu'aujourd'hui, a certainement encore des séquelles, c'est le 2004, où on a le sentiment que le leadership a primé sur l'intérêt même de l'alliance. En deux mots, que s'est-il véritablement passé? Est-ce que cette plaie-là aujourd'hui a été pensée? Et partant de là, pourrait-on encore revivre une telle alliance comme ça
comme cela? Vous savez, je ne sais pas si on aura travaillé mieux qu'en 2004, ici au Cameroun. Je vous dis, ce qui s'est terminé en queue de poisson, qui s'est mal terminé, a commencé 2 ans avant. Les partis de l'opposition se sont réunis et ont mis en place un comité avec chacun 2 experts. Je crois qu'il n'y avait que le SDF qui en avait 4. Donc, on a travaillé, écrit un programme de transition. Très beau programme. Maintenant, on a mis en place des mécanismes pour que celui qui sera à la tête de cette équipe, n'est-ce pas, va répondre à un certain nombre de critères et il va prêter serment que la transition de 3 ans, il va la faire et il ne va plus se représenter. Le gouvernement qui devrait avoir lieu, qui devait être mis sur pied, devait avoir une infime minorité de ses membres et une majorité des autres partis qui forment, n'est-ce pas, ce gouvernement. C'est comme ça qu'on était donc parti. Il fallait quelqu'un, un homme de consensus, un homme qui peut implémenter cela pendant 3 ans et il ne se représentera plus. Mais vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc ça s'est terminé sur le choix de Ndam Djoya, qui, mieux que les autres, remplissait ces conditions. Et tout de suite, on a déporté l'affaire. Non, ça ne peut pas se faire. La locomotive ne peut pas être traînée par le wagon. L'eau, les rivières se déversent à l'océan. Ça n'avait rien à voir avec le programme. Ça n'avait rien à voir avec le programme. Le programme, c'était une équipe. C'était une équipe qui partait à la conquête du pouvoir. Ce n'était pas un devant, les autres derrière. C'était tout le monde sur le même rang. Donc, vous voyez, ce sont ces petites choses-là. Et quand on met ça au devant du public, le public s'entre-déchire. Absolument. Pour rien. Alors qu'il faut de la transparence. C'est pour cette raison que moi, je pense que l'opposition, telle que c'est là, il faut écrire notre histoire. Il faut écrire notre histoire. Parce que si on n'écrit pas notre histoire, on va toujours aller... Et comme le peuple, très souvent, oublie vite. On oublie très vite au Cameroun. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, on veut refaire la même chose et on oublie qu'on a fait il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça avait donné? L'analyse qu'on a faite de la chose. Comment on peut progresser? Donc tout ça montre que les Camerounais, et notamment l'opposition camerounaise, doit se réconcilier. Doit se réconcilier sur la base de quelque chose de sain, de quelque chose d'objectif. Et il faut qu'il y ait une dose de sincérité dans ce qu'on va faire. C'est difficile. Mais 14 ans après 2004, est-ce encore possible au regard des séquelles? D'autant plus que, à la veille de ces élections, d'ailleurs, il y a des partis qui ont clairement dit que, quelle que soit la formule éventuelle, quels que soient les contours des accords, puisque l'essentiel des partis se disent prêts à aller dans une coalition, d'aller dans une alliance, dans une plateforme, mais ça coince surtout au niveau de la personne qui va conduire le schéma qui sera mis en place. 14 ans après, est-ce qu'on peut penser que ce mal a été mis à plat? Est-ce que tout y est voilé, les leaders principaux peuvent tuer leurs égos et se dire, vraiment, essayons de trouver le meilleur d'entre nous? Pour aller dire quoi à leurs militants un peu? Quand les militants chantent partout là. Oui, souvent ce sont ces militants-là qui vous mettent, vous le leader, en situation difficile. Hein. Ils vous mettent en situation difficile. C'est la raison pour laquelle moi je pense, honnêtement, que au vu des résultats antérieurs, les leaders des partis de l'opposition doivent se retrouver entre eux. Chacun laisse sa plateforme à la maison. Chacun laisse ses cadres à la maison. Ils doivent se retrouver entre eux et discuter. Mais s'ils n'arrivent pas à trouver de solution, ce n'est pas perdu pour le Cameroun. Il faut qu'ils libèrent leur démembrement pour que leur démembrement puisse travailler au niveau de la base. Parce qu'au niveau de la base, c'est plus facile de travailler qu'au niveau du sommet. Parce que dans le sommet là-bas, chacun doit être président, chacun veut être président. Mais au niveau de la base, il y a des combinaisons qui peuvent se faire et des combinaisons gagnantes. Est-ce que parce que nous ne nous sommes pas entendus au sommet,
on doit museler ou bien bloquer nos bases. C'est la question fondamentale de demain. Si nous voulons avancer, si l'opposition veut gagner, parce que, imaginez-vous un seul instant, que cette opposition-là puisse avoir la majorité à l'Assemblée nationale. C'est une chose formidable. C'est une chose qui va amener le changement. Imaginez-vous un seul instant que le président de la République mette en place le plan d'urgence communal participatif. Mais les communes seront au travail, le cœur à l'ouvrage, les populations ne seront plus désœuvrées. Donc tout ça en un laps de temps. Ça va permettre aux Camerounais de retrouver de l'espoir, de gagner leur vie, et puis au Cameroun. Donc en clair, pour l'opposition, c'est la stratégie qui manquerait le plus. Oui, disons que c'est l'humilité. Non, il n'y a pas d'humilité là. Vous voyez, il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Parce que, ma foi, quand on regarde un peu comment est-ce que les gens s'apaisantissent sur des choses qui nous divisent, alors qu'il y a plein de choses qui nous unissent, qui peuvent faire un consensus, vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'ils sont venus chercher en politique. Parce que la politique ne peut pas être faite que de coups bas. Il faut qu'on soit clair là-dedans. La conservation du pouvoir que le RDPC fait, c'est parce qu'ils sont au pouvoir. C'est parce qu'ils sont au pouvoir. Ils exagèrent un tout petit peu, mais ils sont au pouvoir. Mais l'opposition n'est pas au pouvoir. D'où vient-il qu'il y ait des coups bas? Pourquoi ces coups bas quand on n'est pas au pouvoir? N'est-ce pas? Parce qu'on pense qu'on va se positionner par rapport aux autres. Ben, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut laisser chacun travailler. Et quand chacun aura travaillé, quand on va s'asseoir autour d'une table, on va voir les forces, les faiblesses. On va voir où est-ce qu'on n'a pas été, comment on peut faire pour avoir, ne serait-ce que la société civile engagée qui puisse se présenter. Il y aura une certaine fraternité, il y aura une certaine vision de quelque chose qui doit avancer. Le code électoral là, pouvait nous unir. Mais pourquoi ça ne nous unit pas? Tout le monde s'en fout du code électoral aujourd'hui. On dit, oh, ils ne vont pas donner, ils ne vont pas donner. Mais tout le monde sait que c'est les rapports de force qui permettent de faire avancer. Mais est-ce que l'UDC serait-elle prête? Les militants de l'UDC seront-ils prêts à accepter éventuellement que leur leader ne soit pas candidat au détriment d'un leader choisi par une plateforme quelconque? Ce que je dois constater, c'est que chaque fois qu'il y a eu ce genre d'entente, ce genre de retrouvailles, il s'est avéré que le leader de l'UDC, que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne connaissent pas, parce qu'on n'écrit pas notre histoire, a été celui qu'on a estimé être le porte-flambeau. La réunion tripartite dont je parle souvent, qui a résolu une fracture qui était déjà née au Cameroun, a été conduite par qui? Qui est l'opposition à désigner pour la conduire? C'était le leader de l'UDC et le leader du MP, c'est-à-dire Feu et Bois Samuel. Ce sont les deux que l'opposition a désignés pour que Adamou Ndamdjoya aille en discussion avec l'administration et que Feu et Bois Samuel aille du côté de la diplomatie. Avec le MDP. Avec le MDP. Donc, voilà comment on a pu obtenir des résultats à la tripartite. Parce que l'opposition a cette manie de sous-estimer les gens qui sont au pouvoir. Et ça me fait sourire parce que non, il ne faut pas les sous-estimer. Il faut le regretter, le fait qu'ils n'utilisent pas les instruments qu'ils ont entre les mains pour rendre les Camerounais heureux. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Parce que l'intelligence, on choisit où on la met. C'est soit pour le bien, soit pour le mal. Mais l'intelligence, c'est l'intelligence. Et si on va d'une manière naïve affronter des gens qui ont le pouvoir en main, il faut être vraiment naïf pour penser que c'est la plus simple des choses. Il faut vraiment être naïf pour penser que seul, on peut résoudre le problème. Non, c'est très, très difficile. Et pourtant, de façon récurrente, on a pu observer que depuis le retour au multipartisme, l'opposition, ses voix sont toujours dispersées entre plusieurs candidats. Pas plus tard qu'en 2011, la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas moins de 23 candidats inscrits pour aller affronter le président Biya.
Et en 2018, on est plus ou moins dans le même schéma. Nous sommes à moins de 6 à 7 mois de la présidentielle, si le calendrier est respecté tel que indiqué. On peut dire qu'on prend les mêmes et on recommence. On va retomber dans les mêmes tas. Après 26 ans de politique au Cameroun, dans cette opposition, je peux dire que la solution ne peut pas être un candidat unique. Nous sommes d'abord en démocratie. Quelle est cette histoire qu'on invente? Mais c'est le pouvoir en place qui a inventé cela. Il faut être naïf pour ne pas le savoir. C'est eux qui ont ventilé cela parce que ça apparaît comme une idée qui peut attirer les populations vers une candidature unique. Mais ils savent fondamentalement, après étude, que les Camerounais, à travers leur division ethnique, etc., ne seront jamais capables d'avoir un candidat unique. Vous voyez? Donc, l'ayant su, ils ont lancé le pavé dans la mare. Et depuis 26 ans, ça porte ses fruits. La solution ne peut pas être la candidature unique. La solution, c'est la solution démocratique, c'est-à-dire des élections à 2 tours avec bulletin unique. Des élections à 2 tours parce que le premier tour, n'est-ce pas, va dégager fondamentalement deux personnes, et puis autour de ces personnes vont donc se tisser des alliances. Donc, le parti au pouvoir, il ne faut pas sous-estimer ces gens. Ils savaient très bien que, vu nos différences ethniques et fondamentales, que les gens mettent en exergue tout le temps, à la différence des programmes politiques et des idées. Mais ma foi, on ne pouvait pas arriver à cela, à une candidature unique. Ça fait 26 ans. Vous voyez bien que c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui est possible? Il faut travailler sur ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est de s'accaparer et de faire de notre code électoral consensuel et révisé, que la société civile nous a aidé même à faire, quelque chose qui nous unit. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons revendiquer un meilleur code électoral qui va faire des élections à 2 tours. Donc, si nous restons arc-boutés sur l'histoire d'élections, voilà, un candidat unique, moi je dirais tout simplement que c'est de la naïveté parce que ça ne vient pas de l'opposition, ça vient du pouvoir. C'est le pouvoir qui a lancé ça pour que toute la population dise que mais unissez-vous, vous allez gagner. Unissez-vous, vous allez gagner. Non, vous ne pouvez pas vous unir. Chacun a son programme. Il n'y a que la justice qui peut vous séparer et la voix des électeurs. Mais il faut que ce soit fait dans la transparence et dans les règles de l'art. Malgré tout, vous aurez quand même à ces élections avec ce code électoral. Un parti politique doit aller aux élections. Il doit capitaliser chaque fois qu'il va aux élections. Moi, aujourd'hui, je sais ce qui vient de se passer. Et par rapport à cela, je peux projeter dans 5 ans ce qu'il faudra faire. Et je vais me mettre au travail dès maintenant pour savoir ce qu'il faut faire dans 5 ans. Donc c'est ça fondamentalement. Mais si on pense qu'on est tombé du ciel pour arriver directement au pouvoir, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Et pour l'UDC, quel est l'ordre de priorité cette année pour ces élections? Il y en a 4, une est déjà passée. Vous pencherez davantage pour les élections locales ou pour les élections nationales? Non, moi, les élections nationales, vous voyez, c'est pipé d'avance. Pour plusieurs raisons, pour les erreurs de l'opposition, tout comme pour la mise en place des mécanismes habituels du parti au pouvoir. Mais au niveau de la base, au niveau des communes, il y a beaucoup à faire. Il y a énormément à faire. Au niveau de l'Assemblée nationale, comme je disais tout à l'heure, c'est ça les vraies élections. C'est ça les élections qui peuvent moins diviser l'opposition que l'élection présidentielle. C'est ça les vraies élections. Pourquoi est-ce que nous n'essayerons pas d'avoir les communes avec les députés majoritaires à l'Assemblée nationale et changer le pays, changer les lois? Qu'est-ce qu'on veut? Ce sont des nouvelles lois qui permettent l'équité et l'égalité. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce qui prouve qu'avec un candidat unique, si celui-là passe, il ne va pas s'asseoir sur les acquis du passé? Qu'est-ce qui le prouve? Vous voyez? Parce que quand il y a de trahison en trahison au sein de l'opposition, ce n'est pas pour des lendemains meilleurs. LDPC boit le petit lait. Non, ils boivent le petit lait, mais c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre parce qu'il faut faire la politique sérieusement. Il faut faire la politique pour le bonheur des autres, de tout le monde. Il ne faut pas faire la politique pour des intérêts égoïstes.
Si on fait de la politique pour les intérêts égoïstes, on le saura. Et quand le peuple sera émancipé, il va vous chasser du pouvoir. N'empêche, vous avez dit que l'UDC ira quand même envisage une possibilité de faire des alliances. Vous êtes déjà dans la démarche, vous avez déjà des contacts, vous êtes éventuellement à quel niveau? En permanence, nous avons travaillé là-dessus. Nous avons souvent regretté le fait que ces alliances-là, qu'on fait aujourd'hui, n'ont pas de suivi. C'est ça qui est embêtant. Mais il faut que ça ait un suivi. Il faut que les gens reviennent aux valeurs, n'est-ce pas, de partage, aux valeurs d'être ensemble et puis de pouvoir projeter quelque chose de bien pour demain. Donc moi, je pense qu'il faut toujours aller dans le sens des alliances. Mais les alliances locales sont meilleures que les alliances nationales. Prendre le pouvoir par le bas. Oui, oui, oui. Je pense que quand on a échoué par le haut, il faut commencer par le bas. Et dans tout cela, vous y voyez une importance capitale pour le Sénat. On sait qu'il y a des pays où ils ont estimé, notamment le Sénégal, que le Sénat n'est pas systématiquement plus dans l'architecture des institutions. N'est-ce pas une chambre, une instance budgétivore? Quel est l'avantage, quel est le plus que la chambre haute du Parlement peut apporter dans la construction d'un État comme le nôtre? Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut jamais comparer ce qui n'est pas comparable. Parce que le Sénégal, c'est un pays qui a une culture. Et il n'y en a pas 1000. Le Cameroun, on ne compte pas nos cultures. Or, le sénateur, c'est l'avocat des collectivités territoriales décentralisées, dont les communes et les régions. La loi prévoit qu'il y a 10 sénateurs par région et que ces sénateurs, au-delà de l'approche qu'a l'Assemblée nationale sur les lois, doivent avoir une autre approche. C'est l'approche que nous avons des usages et des coutumes. Donc ces usages et coutumes, qui sont représentés par 10 par région, doivent lire cette loi et regarder la dimension qui marche avec nos usages et coutumes. Si, parce que de manière internationale, on dit, voilà, l'homosexualité, c'est quelque chose de bien et que les députés le sortent, les sénateurs vont dire, ben non, ça ne cadre pas avec nos usages et coutumes, nous ne pouvons pas accepter cela. Donc nous vous renvoyons cette loi pour que vous modifiez et que vous teniez compte du fait que le Cameroun a son identité qui ne peut pas marchander. Donc il faut que cette identité-là ressorte dans nos lois que nous allons promulguer demain. Donc cette dimension-là, ce sont les sénateurs qui doivent veiller à cela. Demain, quand il y aura les régions, vous êtes d'accord qu'il y aura une chambre des chefs traditionnels. Ça veut dire que ce qui est un acquis comme identité, comme culture du Cameroun, doit peser dans les lois et les décisions que l'État prend. C'est pour ça que le Sénat est quelque chose de fondamentalement important pour un pays comme le Cameroun, qui a des richesses qui ne s'expriment pas. Il faut aller réveiller nos traditions positives, nos valeurs traditionnelles. Le sénateur est là pour ça. Il faut qu'il aille réveiller ça partout où il se trouve et qu'il amène ça au Sénat et qu'il défende cela pour que l'identité du Cameroun reste l'identité du Cameroun, une spécificité que tout le monde essaye d'apprécier, que tout le monde peut voir. Les enfants doivent savoir d'où ils sortent. Ils doivent savoir qu'ils sortent d'une culture. Et ça, c'est le travail que nous devions faire au Sénat. Et j'ai expliqué ça à Yabassi. On va prendre une petite pause. Il faut arrêter le téléphone. Non, non, il faut rester assis. C'est parce que je partais déjà, j'ai oublié. Mon téléphone, je l'ai oublié. Tu n'entends pas ça là-bas? Non, je ne suis pas. Donne-lui le sac, il va juste... Le sac, là, le sac. Donne-lui le sac, il va juste mettre sur off. Parce que souvent, c'est des gens qui n'ont rien. Tu vas au moins regarder si la machine là a le bouton rouge allumé. Ça enregistre. Non, ça enregistre. Parce que si on arrête là maintenant, tu vas faire entretien ce soir. Hein. Tu invites le gars qui est au 10e là, vous venez bavarder ici. Ok, tu me donnes le top, on reprend.
Alors, Président, fort donc de ce constat, ou alors de cette observation que vous faites vis-à-vis du Sénat, si on se tentait un bilan, nous sommes en fin de... D'ailleurs, on était en plein renouvellement des sénateurs depuis 2013, 2018, ça fait 5 ans. Vous êtes satisfait de l'apport de la première mandature du Sénat sortant, là? Vous vous dites, les sages, ils ont travaillé pour la République, ils ont apporté un plus dans le mécanisme institutionnel? Je dois dire qu'on n'a pas fait beaucoup d'efforts pour expliquer le Sénat et dire ce qu'on pouvait attendre du Sénat. Et les sénateurs sortants non plus n'ont pas fait beaucoup d'efforts. On les a vus quand même descendre dans les conseils, mais on ne sait pas quel est l'échange qu'ils ont fait avec eux, comment c'était orienté dans le but d'apporter des solutions. Parce que quand vous voyez nos communes, aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, que les cartons viennent de Yaoundé, on vous dit, on va vous mettre une salle de classe. Mais en réalité, vous avez plutôt besoin des bancs parce que le bâtiment existe déjà. Et on va prendre un entrepreneur qui vient de Garoua, par exemple, pour l'éloigner le plus possible, pour venir mettre une salle de classe en Banga. Ouais, donc, tout de suite, le conseil municipal ne sert à rien. Parce que les gens décident là-bas à Yaoundé, ils décident de ce qu'ils vont jeter là-bas chez vous, que ça vous serve ou que ça ne vous serve pas. Donc, le sénateur, lui, quand il fait les descentes sur le terrain, il doit être édifié, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc, il devrait aller défendre cela auprès des ministres qui font ce genre de choses. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ne l'ont pas fait. Alors, ce n'est pas un sénateur qui prend des doléances, mais c'est un sénateur qui agit. Il faut un sénateur qui impulse le développement local, qui se plaint de ce qui ne marche pas et qui arrête la façon de faire de ceux qui gouvernent alors que ça n'atteint pas les objectifs que les communes se sont fixés. Alors, si vous me dites qu'ils ont été réélus parce qu'ils ont bien travaillé, je vous dirais non. Ils ont été réélus parce qu'ils appartiennent à un parti qui les a fait réélire avec ce qu'on sait. Mais moi, je dis, s'ils peuvent tirer les leçons des débats que nous avons eus, des échanges que nous avons eus pour mieux faire, on dira que c'était un Sénat expérimental. Il faudra maintenant que le Sénat se mette au travail. Et nous veillerons à ce que cela se fasse comme ça. Ces élections sénatoriales, donc, évidemment, c'est pour le changement des sénateurs. Au cours du scrutin, il était question de choisir 70 sénateurs. De par la loi, le président de la République va en nommer 30. Tout à fait. Alors, si par décret, le président désignait Cyril Sambaka, vous accepteriez, vous allez siéger dans la chambre haute du Parlement et essayer de faire le travail dont vous parlez? Voyez-vous, même si on n'a pas apprécié le fait que les textes, la loi demande que les sénateurs soient élus à 70% et nommés à 30%, je dois dire que si nous sommes capables de défendre le projet, c'est-à-dire celui de la protection des collectivités territoriales décentralisées, celui de l'avancée de ce qu'ils travaillent mal aujourd'hui parce que le centralisme excessif les empêche de choisir même ce qui est bien pour eux. Ils sont obligés d'accepter ce qu'on leur donne. Même une personne, ou 2, 3, 10 peuvent échanger au niveau du Sénat et convaincre les autres que nous sommes là pour les collectivités territoriales décentralisées. Essayons de mener des actions qui puissent faire... Donc vous accepterez cette nomination éventuelle et allez défendre votre vision au sein des autres sénateurs majoritaires. C'est ce que vous dites autrement. Est-ce que les résultats définitifs sont déjà prononcés? Non, non, je dis éventuellement. Je suis sûr que je n'aurais plus l'opportunité d'être à une émission après les résultats définitifs. Non, du tout. Mais je vais faire comme les autres et je vais dire que bon, on attend que... Au moins les tendances dans le littoral montrent que le RDPC est bien parti pour remporter. Tout à fait. Donc, sur cette base, je reprécise ma question. Si le président
dans son pouvoir de nomination de par la loi vous désignez, vous serez partant. C'est prévu par la loi. Et vous respecterez la loi. Et vous pensez que vous pourrez faire fléchir les sénateurs majoritaires, sachant que le RDPC, il a montré à plus d'une occasion, fonctionne sur la base de la discipline du parti, un projet introduit, un projet voté. Vous savez, même ma femme me dit que je ne parle que de décentralisation. Toute ma vie, c'est la décentralisation. Ce qui n'est pas plus mal. Je pense que c'est important d'impulser quelque chose, c'est important d'amener. Vous savez, les idées traversent les frontières, je l'ai toujours dit, je le répète encore. Si l'idée est bonne, pourquoi est-ce que le Sénat ne l'adopterait pas? Pourquoi est-ce que le président de la République ne l'accepterait pas? Est-ce que le président de la République, son rôle, c'est de dire non? Si on lui demande quelque chose, ce n'est pas son rôle. Donc je pense que le travail que nous faisons au niveau de la base nous permet de penser qu'il est temps que les populations prennent leurs choses en main et qu'ils se sentent impliqués, qu'ils soient partie prenante. C'est ça qui est important, c'est ça qui va nous amener, n'est-ce pas, à impulser un développement participatif qui va faire en sorte que très rapidement on va rattraper et l'État sera content parce que l'assiette fiscale va être élargie en 3 ans. En 3 ans, par million. C'est important. Alors, puisqu'on parle de décentralisation, le 2 mars dernier, le président de la République a procédé à un réaménagement ministériel. Oui. Et on a pu observer la scission de ce qu'on appelait à l'époque, une époque récente, la division du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Un pan essentiellement consacré à l'administration territoriale et l'autre a vu naître le ministère de la décentralisation et du développement local. Vous y voyez une avancée dans la volonté de Paul Biya à, je le reprends, accélérer le processus de décentralisation, comme il a dit au cours du discours du 31 décembre dernier. La volonté est à apprécier, mais les mécanismes mis en place ne me convainquent pas du tout. Donc la création d'un ministère... Ça ne me convainc pas du tout, parce que ce ministre a déjà fait des réunions avec l'association des maires. Hein, et il a dit qu'il va transmettre à qui de droit. Moi, je ne sais pas si c'est ça la décentralisation. Parce que dans la décentralisation, il y a l'idée que vous avez un interlocuteur avec qui vous pouvez discuter directement. Or, quand celui on va appeler donc votre interlocuteur, lui, il va d'abord aller rendre compte. Il va transmettre à qui de droit. Nous sommes dans le même schéma de la lourdeur administrative et tout le reste. Donc, ça ne peut pas, c'est pas convaincant. Ensuite, les communes existent déjà. Donc, à partir du moment où les communes existent déjà, il faut que les communes travaillent. Les régions, on n'a même pas encore commencé à écrire les textes. Alors, on va mourir comme ça en attendant qu'on finisse d'écrire les textes de la région, alors que les communes, c'est le catalyseur du développement. C'est le point d'ancrage même de la région et du développement participatif. Donc, à partir de ce moment-là, je dis, ce ministère-là, qui, ma foi, forcément, sera appelé à disparaître. Parce que il doit, même un office aurait pu faire ce travail-là. Vous comprenez? Aurait pu faire ce travail. Donc, il sera appelé à disparaître plus tard. Et, ma foi, aujourd'hui, il est dans le même sillage que les autres ministères, avec les lourdeurs administratives, rendre compte à qui de droit, etc., etc. Ça prendra combien de temps? On n'en sait rien. Donc, pour moi, c'est peut-être la manifestation d'une volonté, mais qui ne peut pas se traduire rapidement dans les faits, d'où le plan d'urgence. Mais justement, concrètement, en quoi consiste ce plan d'urgence? Vous en parlez tellement. Mais je vous dis, c'est la solution. Le plan d'urgence, regardez, le président de la République revient de Chine. Mais la Chine s'est développée comment? Ils se sont développés à partir de leur canton. Quand vous allez dans un canton en Chine, ma foi, vous avez l'impression que vous avez tout. Vous avez tout là. Donc, le plan d'urgence communal participatif est ce qui vient résoudre le problème de la décentralisation. La décentralisation telle que nous avons essayé de le faire depuis 22 ans, c'était de le transfert à partir du pouvoir central de certaines ressources et de certains financements vers la base. Nous avons vu comment est-ce que ça a été freiné par les ministres. Personne ne veut céder. Personne ne veut rien céder à Yaoundé. Donc, il reste que le potentiel est où? Le potentiel est au niveau de la base.
Le Cameroun est un pays diversifié, qui peut faire 1000 choses en même temps, qui peut faire 360 communes qui vont être des communes spécialisées dans plusieurs choses que le Cameroun offre. Donc le plan d'urgence appelle le chef de l'État à mettre en place, sur la base des plans de développement de chaque commune, 1 milliard de francs par an. Ça fait 360 milliards par an, sur 3 ans, pour que ces communes se transforment en véritables locomotives de développement. Cela se fait très simplement sur les spécificités et les avantages qu'ont chaque commune, sur le fait qu'elle soit rurale ou urbaine. Parce que les arcades, les tout ça, ça peut se faire à Douala-Premier. On n'a pas besoin de faire les plantations à Douala-Premier. Mais à Yabassi, là, et dans le Mungo, c'est rural. Il faut que, à partir de cet argent, que des communes puissent acheter peut-être des D7, des engins qui peuvent ouvrir les routes, qui peuvent, pendant toute l'année, faire des routes, afin que les produits puissent sortir, qui puissent mettre à disposition des terres pour que des jeunes viennent, par des regroupements, faire de grandes plantations, qui puissent mettre en place des grands magasins qui peuvent accueillir et que les étrangers viennent acheter des produits, ou bien ceux d'ailleurs qui viennent acheter des produits. Prenons l'exemple de l'extrême nord, où on cultivait les oignons. Vous avez vu les oignons importés, les ménagères n'aiment pas ça. L'oignon doit venir de l'extrême nord. Regardez les communes de l'extrême nord, comment elles sont pauvres. Si elles ont 1 milliard, elles s'entendent entre elles. L'oignon du Nord Cameroun devient un label. Et ils se mettent à s'organiser pour exporter. Regardez l'est du Cameroun, où il y a le bois qui sort, les grumes de bois qui sortent. Vous croyez que si les communes s'entendent et qu'ils mettent en place une grande usine de séchage de bois, tous les Camerounais seront soumis à acheter du bois séché pour faire des meubles et ouvrir la voie à l'exportation. Parce que si on n'exporte pas les meubles du Cameroun, c'est parce qu'avant que ça n'arrive, ça s'est déjà tordu, parce que nous n'avons pas un système de séchage de bois. Il y a 1000 choses à faire comme ça au niveau du Cameroun. Et c'est le chef de l'État qui doit pouvoir donner cette impulsion. Mais il faut qu'à la base, on ait des gens sérieux et des gens qu'on peut contrôler. Et qui sont volontaires. Et qui va les contrôler mieux que le peuple qui les a élus? Alors ça demande une implication de ces populations. C'est pour ça qu'il y a un plan d'urgence communal participatif. Alors vous dites que le projet que vous avez vendu aux électeurs sénatoriaux, vous en parlez depuis 3, 4, 5, 6 ans, mais comment expliquez-vous qu'en face, il y a comme une surdité, comme si les gens ne comprennent pas, les sénateurs sortants ne l'ont pas implémenté, les députés sortants n'ont pas voté des lois en faveur. Il n'y a pas... Au niveau communal... Il n'y a pas une surdité, M. Dipita. Il n'y a pas une surdité. Il y a le fait de la discipline du parti. C'est pour ça que je dis que la discipline du parti ne doit pas se mettre au-dessus du peuple, qui, lui, il est souverain. Et le peuple, lui non plus, ne doit pas croiser les bras et dire nous ne votons pas ce qui est bien pour nous. Il faut quand même qu'il y ait cette révolution dans les mentalités. Qu'on accepte ce qui est bien. Parce qu'il ne faut pas l'accepter dans les cuisines. Il ne faut pas l'accepter dans les chambres noires. Et pour dire dehors que ce n'est pas bon ou bien ne pas faire la promotion de cela. Le peuple, il peut se sentir désabusé. Tous les efforts qu'il a essayé de faire jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle il doit être l'acteur principal. C'est-à-dire partie prenante au développement de sa propre commune. Pour que lui-même puisse apprécier, puisse voter, contrôler, sanctionner. Afin que ceux qui sont à l'exécutif sachent qu'ils ont fait un sacerdoce pour le bien commun. Or, pour défendre le bien commun, il faut bien que les populations s'impliquent. Il faut que les populations deviennent citoyennes. Il faut qu'elles contrôlent leur maire, qu'ils contrôlent leur exécutif communal. Comment pouvez-vous penser que la commune se réunit? Il y a 1000 associations, je prends l'exemple où nous sommes dans Douala-Premier, et que ces présidents d'associations n'envoient même pas quelqu'un à la commune pour poser des questions, pour dire, mais voilà, vous aviez dit ceci, vous avez dit cela, nous on est dans telle ou telle solution. La loi le permet, on ne le fait pas. On élit quelqu'un, on l'abandonne, et puis 5 ans après, il revient avec de l'argent, acheter les consciences. Et comme il y a toujours des gens pour accepter ça, il y a d'autres qui ne sont pas suffisamment cultivés, il faut bien qu'il y ait des gens de bonne volonté qui font en sorte que les gens prennent conscience de leur citoyenneté. Dès que nous avons pris conscience de notre citoyenneté, on ne peut plus être maltraité.
On fait ce qu'on a demandé, ce qu'on a dit qu'on va faire. Si on ne le fait pas, on vous remplace et on met quelqu'un d'autre. Alors, l'une des autres manœuvres qu'on a dû déceler au cours du réaménagement ministériel du 2 mars dernier, c'était que on a pensé que le président avait pour ambition de définitivement trouver des solutions à la crise anglophone. Quand on regarde ce mouvement politique-là, au niveau étatique, vous êtes confiant en la résolution de ce problème-là qui manifestement prend des ampleurs chaque jour un peu plus inquiétantes? Non, l'ampleur est inquiétante chaque jour davantage. Maintenant, ça c'est une chose. Le remaniement ministériel, c'est une autre chose. Le remaniement ministériel, c'est dans l'objectif d'atteindre une certaine efficacité que seul celui qui l'a commandité connaît l'efficacité. Donc, c'est sa chambre privée où il ajuste, réajuste comme il veut, comme il souhaite. Mais nous, en tant qu'observateurs, nous pouvons dire qu'il y a une chose fondamentale qui nous a marqués. C'est que le président de la République a constaté que les administrateurs civils principaux ne sont pas forcément les hommes qu'il faut. C'est la raison pour laquelle il a donné un signal fort au niveau de l'administration territoriale, où il a mis un homme de confiance qui n'a pas fait l'ENAM, mais qui va être au-dessus de tous ceux qui ont fait l'ENAM, peut-être pour leur impulser cette dynamique que la lourdeur administrative a mis dans notre pays. Donc, de ce point de vue, oui, mais vous voyez qu'en même temps, c'est quelqu'un qui, dit-on, n'est pas très aimé dans son terroir. Même s'il s'en défend, tout au moins. Oui, parce que je dis dit-on, parce que moi, je dis toujours des choses, je ne veux pas affirmer complètement, mais sur le plan de la démarche que le chef de l'État a eue, j'apprécie cela. Parce que l'ENAM, c'est la lourdeur administrative qui s'est installée. Et puis, c'est un clan. C'est un clan. Vous voyez, maintenant, si on vient mettre des gens qui viennent du privé, qui ont un autre moule, ça peut redynamiser l'administration camerounaise. Ils peuvent apprendre à travailler autrement. Ça, c'est important. Parce que tel qu'ils ont toujours travaillé là, ça ne tient pas la route. Maintenant, si quelqu'un peut venir avec une autre façon de faire, ça ne peut que les aider. Parce que ça va parfaire leur vision. Non, il est important de dire que la crise anglophone est une crise qui va se résoudre dans le dialogue. Le dialogue inclusif, ce n'est pas en nommant des ministres. Parce qu'on a voulu faire croire aux gens qu'il faut partager le nombre de ministres. S'il y a plus de ministres anglophones, ça va résoudre le problème. Il ne s'agit pas de cela. Je crois que nous avons largement parlé du problème que les populations veulent participer à leurs choses. C'est-à-dire que les communes doivent être des communes de développement où on a affaire. Et on va à Yaoundé par vraiment si c'est nécessaire. Mais il ne faut pas que tout parte de Yaoundé. Tout est parti de Yaoundé pendant tout ce temps. Ça a donné que des tristesses. Aujourd'hui, Yaoundé doit penser stratégie globale. Vous voyez, doit parler santé globale. Mais au niveau des régions, au niveau des communes, que les choses puissent se faire. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'effectivement, tous les acteurs parlent du dialogue, mais très peu souvent du contenu, des éléments qui débattront de ce dialogue, donc des acteurs, et éventuellement des pistes de sortie. Tout le monde dit dialogue, dialogue, ça a l'impression d'être un slogan politique en pleine campagne. Alors moi je distingue, quand on dit dialogue inclusif, pour moi, vous n'allez quand même pas. Parce que ce qui se passe dans le sud-ouest et le nord-ouest, vous avez oublié qu'on est en frontière avec le Nigeria. Absolument. Et qu'il y a beaucoup de contrebande. Moi je suis fils d'un douanier. Et nous étions à l'époque à Garoua. Quand notre père partait à la chasse contre les contrebandiers, c'était avec des armes. Vous comprenez? Donc, les contrebandiers ont toujours existé dans les zones frontalières. Quand vous prenez une arme et vous mettez au niveau de ces zones, forcément, leur travail est coincé. Et ils vont se reconvertir à d'autres boulots. Ils vont se reconvertir à d'autres boulots, sauf les boulots sains. C'est la raison principale, d'après moi, pour laquelle, dans ces zones du nord-ouest et du sud-ouest, est né un nouveau banditisme où on enlève les gens, on demande des rançons, etc., etc.,
parce que l'autre trafic qui était fait est coincé. Bon, maintenant, vous n'allez pas demander aux contrebandiers de venir à un dialogue inclusif. Non, il s'agit d'un problème politique. Et un problème politique, ça se règle avec les différents politiques. Donc, le dialogue inclusif est connu. Il a déjà été fait au Cameroun en 1991, dans ce qu'on a appelé la réunion tripartite. Même comme ceux qui avaient boycotté cela ne veulent pas reconnaître que c'est quelque chose de fondamental, mais le Cameroun a l'expertise pour faire le dialogue inclusif. Il a déjà été fait, il peut se faire. Mais je pense que le président de la République, peut-être, parce que ça met long, est en train de réunir des conditions pour le faire. Mais je pense que ça doit être fait pour éviter aussi que ça continue et que les populations se mettent vraiment en symbiose là pour que le développement puisse se faire. Parce que tout cela nous amène à une pauvreté extrême et nous amène à être mendiants au lieu d'être des partenaires parties prenantes avec d'autres nations. Nous continuons à nous affaiblir parce que la guerre coûte cher. Deuxièmement, et que ensuite l'administration camerounaise principalement, les administrateurs ne savent pas comment on cherche l'argent. C'est-à-dire, ils ne savent pas comment on fait pour que le développement se fasse et qu'il y ait de l'argent. Et que cet argent sorte. Ils savent seulement que s'il n'y a pas d'argent, il faut augmenter les impôts. Donc, c'est un schéma qui est complètement dépassé aujourd'hui dans le monde. Il faut que ce dialogue ait lieu et qu'on trouve des solutions parce que les solutions existent. Et je pense même qu'avant même que le dialogue ne finisse ou qu'il y ait lieu, il y a des solutions que les uns et les autres essaient de dégager. Je pense qu'un responsable du pays, le président de la République, doit pouvoir tirer les leçons de tout cela et que, ma foi, ça s'installe. Sinon, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas ce dialogue inclusif, il n'y aura pas de solution. On va aller comme ça crescendo, n'est-ce pas, à un appauvrissement total du pays. Parce que de l'autre côté, ça ne doit pas être gai, mais ça va avoir des répercussions. Vous avez vu dernièrement, les femmes qui vendent les tomates pensaient faire, comme d'habitude, leur chiffre d'affaires en fin d'année, mais se sont retrouvées en train de brader les tomates parce que ces tomates allaient au Nigeria. Mais il n'y a plus de couloir pour que ça aille là-bas. Donc même notre balance commerciale prend un coup et on ne peut pas penser que ça va. Il faut l'économie est devenue quelque chose de fondamental dans la gouvernance. Il faut qu'on tienne toujours compte de cela. La stratégie politique est là, mais il faut que l'économie, n'est-ce pas, soit quelque chose de fondamental. Parce que si l'économie ne fonctionne pas, alors le pays lui-même ne va pas fonctionner. Alors, dialogue, qu'est-ce qu'on met sur la table? Sécession, fédéralisme, État, décentralisation avancée? Alors, je vous disais que lors de la réunion tripartite, ce problème a été abordé. Il y a des gens qui voulaient rentrer au fédéralisme, on leur a posé la question. Vous voulez rentrer au fédéralisme, pourquoi? Or, nous étions habitués à gérer nos affaires communes nous-mêmes. Aujourd'hui, il faut aller à Yaoundé pour la moindre aiguille, il faut monter à Yaoundé, etc. Donc, c'est un problème du développement local. Alors, à partir de ce moment-là, c'est le contenu qui devient important. Okay. Alors, si le contenu est important, quelle est l'idée qui ressort? Quelles sont les revendications? C'est la gestion locale. La gestion locale a été consacrée, donc, en 1991 à la réunion tripartite. Mais 22 ans après, 23 ans après, elle n'a pas été appliquée. Donc, c'est le rebondissement de la non-application des résolutions de la tripartite qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ce qu'il faut faire, c'est de mettre un contenu à notre nouveau fédéralisme. À l'époque, en 1993, je me rappelle très bien, l'UDC a sorti un avant-projet de constitution qui tenait compte des revendications, du moins des accords de la tripartite. Et nous avions appelé ça à l'époque pour le nouveau libéralisme, pour le nouveau fédéralisme. Fédéralisme des régions. Fédéralisme de, comment on dit, quand vous avez quelque chose de bon et que vous partagez, fédéralisme de partage. Parce que l'idée était née du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'eux, ils avaient pratiqué la gestion locale. Ils savaient donc ce que c'était. Maintenant, c'est le partage. Le partage aux 8 autres régions du Cameroun pour que
ce qui est bon soit partagé. Donc, nous étions sortis de l'idée du fédéralisme parce que ça renvoyait à anglais-français. Or, ce qu'on revendiquait, c'était la gestion locale. Donc, nous sommes partis donc sur le fait que c'est encore d'actualité. Le nouveau fédéralisme est encore d'actualité. Le nouveau fédéralisme, c'est le fédéralisme des régions, c'est-à-dire la décentralisation, le contenu. C'est le contenu qui est important. Parce qu'on peut dire fédéralisme et puis vous allez voir dans le contenu, il n'y a rien dedans. Vous pouvez voir décentralisation, il y a tout dedans. Donc, il faut dialoguer donc pour mettre un contenu à ces choses. Ce n'est pas un ministère qui va résoudre ça, c'est le dialogue. Parlons peut-être d'autre chose, puisqu'on sort progressivement de l'émission. Sur le plan politique, on a pu voir également la mise en place du Conseil constitutionnel, certes 22 ans après, mais c'est un engagement que le président a récemment pris, il y a 1 ou 2 ans, il a réaffirmé. Et tout de go, le Conseil il a commencé à fonctionner. D'ailleurs, des recours ont été introduits au niveau de ce Conseil à l'issue des élections sénatoriales. Les membres ont prêté serment. Vous y voyez une avancée dans l'évolution des institutions de la République. Le Cameroun marque un pas important. Vous féliciterez le président Paul Biya pour cette... Vous savez, l'idéal, c'est une cour. Mais on nous a donné un conseil. Bon, voyons comment il fonctionne. Nous sommes parmi les gens qui ont concouru à ce qu'elle siège, n'est-ce pas, avec ces élections sénatoriales. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se faire une idée de leurs prestations, de comment elles fonctionnent. Parce qu'il y a eu ces élections sénatoriales. Il y a d'autres élections qui sont à venir. Mais ce qu'on aurait souhaité, c'était une cour constitutionnelle. Ce qu'on aurait souhaité, ce n'était pas une chambre des comptes, mais une cour des comptes. Vous voyez? Donc, on peut dire que si la prudence, si le motif c'est la prudence, allons-y. Mais travaillons pour que nous aboutissions à des cours. Ça, c'est plus sérieux. Autre chose, la reprise de ce qu'on appelle au Cameroun l'opération épervier. Ce mécanisme qui, selon le gouvernement, permet d'interpeller ceux qui sont soupçonnés ou présumés de détournement des fonds publics, des arrestations pêle-mêle depuis quelques semaines, quelques jours. Même s'il n'y a pas beaucoup de communication sur les retours, on ne sait pas ce que ça rapporte effectivement. Est-ce que éventuellement les remboursements sont faits? Est-ce que les comptes sont décelés? Il y a des choses qui circulent dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, mais toujours est-il dit que vous conviendrez avec moi qu'il y a eu trop de spectacles dans ces arrestations. Bon, les arrestations se sont faites avec beaucoup de spectacles. Vous avez vu l'autre jour, l'aéroport de Yaoundé était inondé de vos confrères qui attendaient un certain jet qui arrivait du Nigeria et autres. Donc, il y a un peu trop de... Non, je pense que les arrestations sont efficaces, parfois aussi quand elles sont discrètes, parce qu'il ne faut pas oublier que ça choque des parents de voir que les éducateurs sont mis en prison. Ça fait un peu mal quelque part, parce que la fonction de l'éducateur, on sait ce que c'est avec la société de demain. Bon, quand on voit que c'est eux encore qui sont alignés là, qu'on est en train de mettre en prison, ça nous fait réfléchir sur notre éducation, parce que, comme on disait au temps d'Adamoun Damdjoya, on avait besoin des enseignants éducateurs. Aujourd'hui, nous n'avons que des enseignants. Il faut retourner à enseignants éducateurs. Je pense que ce serait une très très bonne chose, parce que ça permet de mettre quelque chose de solide pour l'avenir de notre pays. Donc, beaucoup de publicité dans ces arrestations. Moi, je dis, en tant qu'homme politique, j'entrevois les mesures préventives pour que ça n'arrive pas. Et dans les mesures préventives, la première chose, c'est de mettre en place des logiciels, n'est-ce pas, des logiciels qui puissent permettre, des méthodes appliquées, qui puissent permettre de rendre notre administration électronique, afin qu'il y ait des traçabilités, afin que les contrôleurs d'État qui sont là, un grand ministère, puissent être formés pour déceler les manquements à partir de leur bureau, sans même aller dans les bureaux.
de ces ordonnateurs. Parce que, vous voyez, il y a des multinationales qui sont ici. Leur comptabilité se tient en île Maurice, d'autres, ça se tient en Afrique du Sud, etc. Leur contrôle de gestion. Il y a des logiciels pour cela. Mais pourquoi on n'implémenterait donc pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme... Donc vous dites comme bon nombre, le détournement, la corruption est davantage systémique. Oui, elle est systémique. Et puis on voit, maintenant il y a des méthodes pour enrayer ça d'un revers de la main. Mais il faut mettre en place ces méthodes. Ces méthodes, c'est celles que j'essayais d'évoquer. C'est en même temps de faire fonctionner l'article 66, c'est en même temps de voir le problème de l'enrichissement illicite. Donc si on met ces mécanismes en place, en 3 mois, en 6 mois, il y a plus, ça va baisser. Si on était à 90%, on peut se retrouver. Mais attention, parce que il faut qu'au niveau du bas, qu'on sache que la corruption au Cameroun est partout. Elle est partout. Donc, ce n'est pas parce que les autres ont des budgets de milliards que ceux qui ont les budgets de 1 million ne détournent pas. Donc, il faut bien que cette méthode se mette partout afin que les salaires puissent augmenter et que les Camerounais puissent vivre de leurs propres revenus. Parce que leur salaire aussi, c'est des motifs de corruption. Encore un ou deux sujets de sortie. La CAN 2019, le Cameroun en plein préparatif. Vous êtes confiant? Ben, on doit être confiant. Le patriotisme nous commande à être confiant, mais on est méfiant. On est méfiant parce que déjà c'est parti mal. C'est parti avec le fait que les Camerounais n'ont pas pu travailler, les cimenteries n'ont pas pu travailler, les choses ont été importées jusqu'aux ouvriers. Bon, ça, dans un pays comme le Cameroun où il y a les expertises, où il y a la main-d'œuvre, ça fait quand même mal. Maintenant, nous avons besoin, nous nous sommes engagés. Chaque fois que le Cameroun faillira, ce n'est pas le président de la République qui faillit, c'est tous les Camerounais qui ont failli. Il faut qu'on le sache. Qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est tout le monde qui a failli à ce moment-là. Donc, parce que le nom du Cameroun, c'est un nom qui englobe tout ce monde-là. Donc, nous souhaitons qu'il se tienne à date, mais nous savons aussi que ça sera difficile parce que ce ne sont pas des investissements rentables. Ce ne sont pas des investissements rentables, donc ce sera difficile. Pour le Cameroun, il faudra rembourser. C'est pour cette raison qu'il faut que les Camerounais se mettent au travail. La coopération Chine-Cameroun, le retour d'un voyage d'État, 5 contrats de partenariat. Les contrats de partenariat avec le Cameroun me font souvent peur. Parce que ce sont des contrats de partenariat où l'administration s'en va signer des choses, étudier des choses qui sont au-dessus de leurs possibilités. Parce qu'il y a des contrats sur lesquels ça demande des spécialisations. Je ne sais pas s'ils s'entourent de tout cela. Je ne sais pas si ce sont les spécialistes de l'administration ou bien des cabinets, où ils font appel à des cabinets. Mais je crois que c'est important de lire entre les lignes parce que nous avons beaucoup de projets comme ça où le Cameroun a été complètement lésé. Nous avons, je l'espère, vous avez le partenariat avec la Chine. Qu'est-ce que ça a donné sur les MA60? Qu'est-ce que ça a donné sur les MA60? Qui est parti négocier ça? Quelles sont les clauses? Est-ce qu'ils ont amené des spécialistes? Est-ce que, vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça où on perd beaucoup d'argent, où on perd beaucoup d'énergie, tout simplement parce que nous ne voulons pas partager nos expériences. Nous ne voulons pas appeler les spécialistes quand il faut appeler les spécialistes. Nous pensons que comme on a la signature, on peut tout faire. Non. Donc le partenariat avec la Chine peut nous apporter beaucoup si le président de la République prend l'exemple du développement de la Chine à partir des cantons. C'est ce qu'on demande là, le développement du Cameroun à partir des communes. Vous voyez, la Chine a cette expérience et la Chine s'est relevée très très rapidement. Aujourd'hui, elle constitue une très très grande puissance dans le monde. Le Cameroun doit s'inspirer de ce qui réussit, de ce qui marche ailleurs. Je crois que c'est important. Maintenant, quant aux 5 contrats, je vous ai dit, moi, je veux bien. C'est-à-dire que les contrats ont été signés, les contrats sont là, mais est-ce que les contrats ont été faits par les gens de l'administration? Moi, s'il n'y a pas de spécialistes dedans, s'il n'y a pas des accompagnateurs dedans, on risque de se retrouver encore avec ces histoires de MA60. Cyril Sambaka, Oui. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci de vous être prêté, ce n'est pas un jeu, mais à nos questions
Pour la gouverne de nos téléspectateurs, je le rappelle, Cyril Sambaka est vice-président national de l'UDC. Il était candidat aux récentes élections sénatoriales et évidemment ce soir, il nous a fait bénéficier de son expertise, de son projet, mais également de son analyse des autres sujets nationaux. À vous également, merci d'être resté jusqu'à cette heure pour regarder cette autre édition de l'entretien avec. Je vous dis bonsoir et je serai heureux évidemment de vous retrouver lors d'une autre édition.